Salut à toutes et à tous, ravi de retrouver dans le PL Club, la seule émission du paysage audiovisuel belge francophone dédiée à 100% à la Première Ligue. Bonjour Julien. Salut à tous. Bonjour Jean-François. Ça va Serge? Très bien et vous? Voilà, super. Et on en profite aussi pour saluer Christian qui a un petit peu bougé de sa data room mais qui sera une nouvelle fois avec nous aujourd'hui pour nous donner ces infos précieuses sur les matchs du week-end parce qu'on va préfacer les plus belles rencontres. Salut Christian. Bonjour monsieur, sur la route un peu plus froid mais avec vous quand même. C'est le plus important. Alors une question, messieurs, pour parodier une phrase d'un joueur célèbre d'il y a quelques mois, la Première Ligue, elle a changé. Vous êtes d'accord avec ça? Parce que quand on voit le classement, on voit qu'Arsenal, qui n'est quand même plus dans le top 4 depuis 6 ans, leader avec 8 points d'avance, principal candidat au titre, quand on voit que Newcastle est 4e, quand on voit que Fulham est 6e, que Brighton est 7e, Brentford est 8e, et ils sont devant des clubs comme Liverpool et Chelsea, on peut se dire qu'elle a quand même changé cette saison, la Première Ligue. Cette saison-ci est surprenante en tout cas, et elle est hors des codes qu'on connaissait depuis quelques années maintenant, donc oui. On est un petit peu bousculé, mais est-ce qu'il n'y a pas cette observation-là dans d'autres pays? Je prends simplement chez nous, par exemple. On a aussi comme ça des équipes qui ont des passés peut-être plus glorieux et qui sont aussi un peu en retrait. Je vois de qui vous voulez parler. Voilà. Ce qui est certain, c'est que le top 4 cette saison ne sera pas le même que la saison dernière. On peut penser qu'il y aura des équipes habituées au top 4 à la Ligue des Champions qui n'en feront pas partie en fin de saison. Ouais, il y aura notamment un match ce week-end dont on parlera et qu'on va préfacer, qui sera très important dans cette lutte pour la Ligue des Champions. Je vous propose d'abord de revenir sur la 20e journée qui a eu lieu le week-end dernier. Voici les faits principaux, les chiffres principaux de cette 20e journée. Saka finding Ødegaard, who can test Lloris again here, and he's brilliantly beaten him. We've seen it so many times. Ward-Prowse! We've just seen it again! Hung in there by Longstaff. It's in this time! And what a return for Alexander Isak! Ferguson, wonderful ball to March. He's in again! Oh, magnificent! Alors les Braces, on rappelle que ce sont quand même les doublés, donc il y a eu 3 doublés le week-end passé, 24 buts, alors c'était quoi? C'était 10 du pied droit, 7 du pied gauche, 6 de la tête, ça fait 23 buts. Où est passé le 24e? De marqué par les mains, évidemment, de Lloris, qui met le ballon dans son propre but. Je vois que vous avez été très attentif le week-end dernier. Non, mais moi, après, on était très surpris par ce but. J'ai juste vu la manière dont il s'est fait défoncer par la presse après. Oui. Et ça ne doit pas être facile à vivre, je trouve, pour un gardien de son expérience, qui a quand même montré beaucoup de choses, et là il fait une erreur et il s'est fait. Oui, c'est parce que c'est pas la première. Voilà, c'est un excellent gardien, évidemment, avec une grosse carrière, même, mais surtout voilà, cette saison avec Tottenham, il n'est pas sa première boulette. Avec l'équipe de France, alors tout champion du monde qu'il était, souvenez-vous, il gagne la Coupe du Monde face à la Croatie, il fait une erreur mais monumentale en finale de Coupe du Monde. C'est un joueur qui est exceptionnel. Il qualifie contre la Belgique, c'est lui qui qualifie avec ses arrêts exceptionnels. Il fait des choses incroyable, mais il est capable aussi de passer parfois à côté, comme sur ce but, qui est vraiment, c'est pour ça que je l'avais même oublié, effectivement, tellement surprenant cette intervention. Oui, qui est décisif évidemment dans la rencontre, parce que ça lance Arsenal vers la victoire. On fait le bilan comme toutes les semaines, lors de toutes les émissions avec Christian, après donc ces 20 journées, mais on sait que tout le monde n'a pas joué 20 matchs, parce qu'il y a eu une journée qui n'est pas encore tout à fait terminée, celle du mois de septembre, après le décès de la reine Elisabeth, etc., etc. Mais on peut faire le bilan, alors qu'on va attaquer, Christian, la 21e journée, le week-end prochain. On attendait le match de Crystal Palace-Manchester United pour mettre le tableau à jour. Voilà, on est à 527 buts depuis le début de la saison. Toujours Haaland en tête du classement des buteurs avec 21. Il y a De Bruyne qui ajoute un assist supplémentaire et qui est à 10 et qui est en tête de ce classement. Et puis un tout petit peu plus de nouveau de victoires à domicile par rapport à la semaine passée. Vous vous souvenez, on était à 45, on passe à 47, mais on va toujours flirter avec les 50%, ce qui est beaucoup. Mais voilà, on retrouve une constance de presque 50% pour les victoires à domicile. On rappelle aussi qu'il y a une rencontre ce soir, en tout cas pour ceux qui suivent la première diffusion de PL Club. Ce jeudi soir à 21h, il y a quand même un gros match. Manchester City face à Tottenham, match important aussi dans la course pour le titre, dans la course pour le top 4. Mais je vous propose, messieurs, de commencer avec le premier gros rendez-vous du week-end. C'est samedi 12h30 et on va parler de Liverpool-Chelsea.
Liverpool-Chelsea, qui se sont disputés quand même 2 finales la saison dernière. Finale de Cup, finale de Coupe de la Ligue, des partages avec des victoires au tir au but pour Liverpool à chaque fois. Cette saison, Liverpool est 9e avec 28 points, Chelsea 10e avec le même total de points. C'est la Bérésina du côté des Reds et du côté des Blues. Oui, 9e et 10e, il y a un an et demi, se disputaient encore le titre. Incroyable. Je pense que Julien disait, c'est que ces clubs-là ne risquent de ne pas être en Ligue des Champions la saison prochaine. Ils sont à 10 points du top 4. À 19 points d'Arsenal. 19 points d'Arsenal. Enfin, je pense qu'aujourd'hui... C'est plutôt le top 4, évidemment. Plus 3 Arsenal, ils essayent de se dire, si on peut sauver notre saison d'une manière ou d'une autre, c'est en accrochant un ticket pour la Ligue des Champions. Et je tiens à préciser quand même que même si tous les deux vont encore jouer le coup en Ligue des Champions et pourraient éventuellement se qualifier via une victoire en Ligue des Champions, ben pour l'un, ce sera quand même le Real Madrid qui, la saison dernière, les avait déjà fait chuter, c'est-à-dire Liverpool. Pour les autres, ce sera Dortmund. C'est pas simple comme rendez-vous de Ligue des Champions. Donc, c'est 2 équipes qui sont réellement dans des situations compliquées. Et parce que c'est vrai que le lien entre Liverpool et Chelsea, je trouve, peut aussi être fait par rapport aux investissements actuels. On sait que Chelsea a été vendu la saison dernière, Abramovich qui a dû quitter, était repris par Todd Boehly. Alors, le management de Todd Boehly pose vraiment question. On pourra là aussi en reparler avec des achats, on en reparlera. Mais du côté de Liverpool, vous avez certainement vu cette information où ils sont à l'écoute d'offres qui pourraient les intéresser. Pourquoi ? Parce que depuis le mois de novembre. Tout à fait, mais pourquoi ? Parce qu'ils ont vu que quand Chelsea était mis en vente, il y a eu plus de 100 personnes intéressées, ou des groupements en tout cas. Et donc, ils se sont dit, il y a peut-être un billet à faire. C'est le moment idéal, selon la presse anglaise, un gros billet. Un gros chèque même. On rappelle que Chelsea a été vendu pour 2,5 millions de pounds. Milliards, oui, pardon. Oui, je crois on est plus près de 4 milliards que de 2,5. Et donc, les chiffres officiels reviennent quand même un peu à la baisse en ce moment. Mais ça, c'est pour le fisc. Oui, peut-être. Pas trop déclaré non plus. Mais donc, voilà. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'après-vente pose problème avec cette gestion-là. Et du côté de Liverpool, je trouve que par rapport aux investissements actuels, s'ils sont dans cette dynamique en se disant on est quand même sur le point peut-être de faire un mouvement financier de vente ou de faire rentrer quelqu'un dans le capital, j'ai l'impression... Ceci dit, c'est la même chose aussi à Manchester United, qui est à vendre. Bien sûr, mais c'est la preuve via les résultats qu'il y a un moment de transition en tout cas dans ces 2 clubs et qui pose problème. Alors, cette équipe d'Arsenal n'a pas encore gagné en championnat cette saison, en tout cas en 2023. C'est 2 défaites, 2 lourdes défaites en plus. Par contre, ils sont qualifiés en Cup, ils ont été gagnés cette semaine. Arsenal, non. C'est Liverpool, pardon. Arsenal, on y revient après. Vous voyez Arsenal Non. C'est Arsenal, ça rentre vos nuits ou bien... Liverpool, qualifié à Wolverhampton, victoire 0-1 il y a quelques jours en Cup. Donc là, ça fait un petit peu de bien quand même aux Reds. Fin de série de 3 matchs sans succès. Donc c'était un replay face à Wolverhampton. Donc ils ont été gagnés là-bas après avoir fait un partage à domicile. Donc heureusement, bonne nouvelle aussi, ils ne concèdent pas de but. En ce moment, c'est une vraie problématique de ce groupe Liverpool. C'était pas Alisson dans les buts, mais néanmoins, il y a quand même le 0 conservé. Justement, la transition qu'on va faire évidemment avec Christian, qui va nous parler de chiffres, de modèles de jeu. Le bilan défensif de cette équipe de Liverpool est très différent de ce qu'on a pu connaître avec ce Liverpool de club champion en 2020 et qui reste sur quand même quelques bonnes saisons. Cette année, défensivement, est-ce qu'on peut dire que c'est la catastrophe ? D'abord, il y a toujours cette problématique d'encaisser en premier, donc il faut toujours courir après le résultat. Et puis regardez, depuis la reprise, depuis l'après-Coupe du Monde, il y a déjà 8 buts encaissés. Et vous voyez en rouge, il y a 4 buts qui ont été encaissés sur jeu direct. Alors on sait qu'une équipe du top a toujours envie de vouloir se déposer dans le camp de l'adversaire et de pouvoir imposer son jeu offensivement, mais il faut pouvoir faire face à des reconversions et à des transitions. Et pour le moment, depuis la reprise, ça ne va pas, puisque 50% de leurs buts a été encaissé sur des reconversions rapides. Donc, c'est quelque chose qu'il va falloir résoudre au plus vite, sinon ils vont s'exposer à beaucoup de problèmes. Voilà, on a envie de sortir le ballon de manière, donc un peu à la mode de ce qui se passe aujourd'hui. Tout le monde veut sortir ce ballon de derrière. Mais malheureusement, quand les pressings sont bien organisés, et là, c'était le cas contre Brighton, il y a des récupérations rapides et des transitions qui se font rapidement. Voilà, encore un ballon dans le dos, encore presque un face-à-face. Là, ça va être un tir croisé seulement. Mais on se retrouve dans des situations compliquées à chaque fois. Et là, ça c'est le choix de l'offensif qui doit être compensé par la résolution défensive. Et pour le moment, ça ne va pas puisqu'ils ont déjà encaissé 8 buts sur face-à-face, ce qui est la plus mauvaise équipe de Première Ligue dans ce domaine. Il faudra résoudre ça.
3 buts encaissés à Brighton, le match d'avant en Premier League, 3 buts encaissés à Brentford. Ça fait quand même 6 buts pris sur les deux derniers. C'est la 7e défense de Première Ligue. Il y a un vrai problème. Ceci dit, le problème défensif, il est récurrent depuis maintenant 2-3 saisons. Quand Van Dijk n'est pas là, cette équipe semble en grande difficulté. Et même quand il est là, ça avait l'air de ne pas s'arranger non plus. Bon, cette première partie de saison, il est là. Par contre, il ne le sera plus parce qu'il est blessé. Donc il cherche évidemment des solutions. C'est la 7e défense, je le dis. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'anormal. Il y avait 4 victoires sur lesquelles il restait fin 2022. Donc les supporters avaient retrouvé un peu d'espoir. Et puis là, patatras, le début de 23 est assez catastrophique. Et puis surtout, ce qui se passe, c'est que la presse joue son rôle, cherche les raisons pour lesquelles il y aurait quelque chose qui ne va pas. Il y a la déclaration de Jürgen Klopp qui dit de toute façon, moi je m'en vais pas, sauf si on me le demande, mais je m'en vais pas. Enfin, il a quand même dit au dernier match que c'était le plus mauvais match qu'il avait vu d'une équipe qu'il a dirigée de toute sa carrière. Vous savez, quand on perd et quand on est dans une dynamique négative, c'est qui prend la responsabilité des choses. Le coach, en tout cas, dit, moi, je ne m'en vais pas. Si on me demande de m'en aller, on verra, mais je ne m'en vais pas. Et si moi, je ne m'en vais pas, il faut qu'il y ait quelque chose qui change. Et ce qui va changer, ce sera en été, parce que pour l'instant, on ne sait pas changer. Donc, je veux dire, on est un peu... Julien disait ça tout à l'heure, une espèce de changement de cycle, changement de quelque chose. Oui, il est là depuis 7 ans, on le rappelle, arrivé fin 2015. Mais on a Jean-François sur le plateau. Est-ce qu'à un moment, l'usure du pouvoir d'un coach, parce que quand Klopp dit c'est la pire rencontre d'une de mes équipes, il est là depuis 7 ans. Ça veut dire quoi? Il sent qu'il n'a plus l'emprise. Il a été nourri de joueurs qui ne voulaient peut-être pas forcément. Qu'est-ce qui peut expliquer, ça, un moment, qu'un coach, logiquement, une équipe ne doit que bonifier? Et en tout cas, non, parce qu'il les a amenés tout en haut, justement. Est-ce qu'il peut encore les amener plus haut ou les ramener aussi haut? Mais là, quand après avoir vécu ce pic. Peut-être que, évidemment, on verra avec Christian, il y a peut-être des explications chiffrées, des choses très claires à donner. On voit, par exemple, sur le premier tableau, une des explications, c'est la difficulté de gérer le jeu direct sur le plan défensif. C'est une explication footballistique. Si on va chercher un petit peu à côté, qu'est-ce qu'on se dit? Jürgen Klopp dit lui-même qu'il n'y a pas d'usure de son message. Il le dit lui-même, donc c'est la méthode Coué. Mais en même temps, il faut aussi reconnaître que le problème pour l'instant, c'est les nombreuses absences. Diaz, Jota, Nunez, Firmino, Van Dijk. On a préparé un tableau pour montrer tous les joueurs qui ont été absents plus d'un match sur blessure cette saison. Et on va le voir, c'est quand même un tableau assez impressionnant. Il faut même y ajouter Arthur Melo, qui est arrivé pour l'entrejeu, qui n'a pas joué un match. Exactement. Qui s'est blessé directement. Pourquoi je dis ça? Parce que la saison dernière, ils ont joué 63 matchs sur la saison. Et comme le dit Jürgen Klopp, on ne sait même pas comment gérer 63 matchs, puisqu'on est les seuls à peu près à avoir joué autant de matchs la saison dernière. Ils ont chassé en tout cas 4 trophées importants. Le titre, la Ligue des Champions, les 2 coupes nationales qu'ils ont gagnées, mais ils se sont fait dribbler par City sur le titre et ils se sont fait battre par le Real sur la Ligue des Champions. Donc l'usure mentale, l'usure physique se répercute peut-être aujourd'hui au travers des blessures. En plus, on sort d'une espèce de Coupe du Monde, donc ça veut dire que les mecs, ils ont enchaîné... Une espèce de Coupe du Monde. Une sorte de... Non mais oui, l'expression était... On n'a pas vécu le même événement que quand on le vit en juin, c'est peut-être pas la même chose. Non, d'accord, mais je trouvais cette qualité. Je trouvais le mot bien utilisé, une espèce de Coupe du Monde. Ça doit exprimer quelque chose. Mais c'est ça, non, voilà, c'est simplement pour dire, cette usure, etc., c'est tous ces matchs la saison dernière, une saison qui reprend à fond, et puis des joueurs qui partent en sélection pour une Coupe du Monde, et puis tout ça est compliqué à gérer. Ouais. Pour samedi, en tout cas, Luis Diaz, Diogo Jota, Firmino, Van Dijk et peut-être Nunez ne seront pas là. Donc ça, c'est déjà un élément important. C'est beaucoup, hein? C'est beaucoup. C'est beaucoup dans un noyau. Et puis après, j'entends qu'il y a des discussions qui seraient peut-être en cours pour Salah, qui lui... est-ce que finalement... C'est ça un peu le problème. Poser la question tout à l'heure du discours d'un entraîneur. Mais il y a toujours quelque chose dans une histoire comme celle-là qui doit à un moment donné changer. Alors soit c'est les joueurs qui changent, par l'apport de l'un ou l'autre. Là, il y a déjà eu pas mal de renouvellement de joueurs, justement. Oui, mais alors, par exemple, dans les causes qui sont décrites, évidemment, par les journalistes, on pointe toujours aussi le secteur médian. En disant, aujourd'hui, ce qui serait pas un peu... C'est là où il y a eu le plus de blessés aussi, on l'a vu. Thiago a été blessé, Keita a été blessé, Henderson a été blessé. Et les jeunes supposés prendre la relève se sont aussi blessés. Donc, il y a trop de blessés. Donc, c'est aussi l'histoire d'un... Comment je veux dire ça? C'est l'histoire d'une philosophie très contraignante aussi pour les organismes.
ce pressing, ce contre-pressing. Oui, ce heavy metal football, pour reprendre l'expression de Jürgen Klopp. Donc c'est usant, oui, quelque part usant. Ceci dit, on a le droit, quand on est au top tout le temps, d'avoir une saison à un moment donné. Mais est-ce qu'on a le droit d'encaisser la moitié de ses buts sur reconversion rapide sans qu'il y ait quelque chose qui soit mis en place pour l'empêcher? Est-ce qu'on a le droit d'être 9e quand on est Liverpool à mi-saison, d'être 9e? Là, c'est un peu plus compliqué. Avec un effectif, certes, il y a des blessés, mais c'est quand même un effectif très large, profond. Alors, il y a aussi l'histoire du message de Jürgen Klopp à la mi-temps. Christian est là, vous avez pu déceler qu'il y a un petit souci également, parce que au lieu d'améliorer le niveau, le rendement de l'équipe en deuxième mi-temps, on a l'impression que c'est plutôt l'inverse. Déjà, le message de départ ne doit pas être terrible puisqu'ils encaissent souvent les premiers, donc c'est que l'équipe n'est probablement pas prête psychologiquement à affronter les matchs. Et puis deuxièmement, quand il faut changer la dynamique pour pouvoir essayer de revenir au score et que le message de la mi-temps est tellement important, on remarque en fait que le message ne passe pas bien puisqu'ils n'ont marqué que 4 fois au retour des vestiaires. Alors après, dans la dernière demi-heure, évidemment, ils doivent cravacher parce qu'ils doivent résorber le résultat négatif. Mais au retour des vestiaires, ce n'est pas terrible. 4 buts, c'est une des plus mauvaises équipes du championnat. Et encore là-dedans, il y a le 6e but contre Bournemouth et il y a, je crois, simplement un retour au score 2 fois avec 2-2. Et c'est le dernier but, je crois, contre Brentford ou un truc comme ça. Donc, il n'y a même pas d'avance ou il n'y a même pas quelque chose qui leur permet de passer devant en ayant des buts à ce moment-là. Donc, il y a un problème au départ, il y a un problème à la mi-temps. Donc, c'est peut-être aussi le résultat, comme Jean-François le dit, est-ce que le message passe? Mais Klopp a l'air de dire que ça continue et que ça va bien. N'oubliez pas, il y a aussi Jota qui marquait les buts de la tête. Il y avait Salah qui était beaucoup plus performant. Il y a Luis Diaz qui était en conversion rapide. Sadio Donc, Mané. il y a quand même des choses qui ne vont pas. Le graphe que nous propose Christian, l'infographie m'amène toujours à cette même réflexion et je vais me répéter, c'est vrai, mais là, on a envie d'avoir des clés et des éléments de lecture. C'est quel est l'impact finalement d'un coach? Si même Jürgen Klopp, à la mi-temps, avec une équipe en difficulté qu'est Liverpool, si même lui ne parvient pas à toucher, alors qu'il fait partie des top 3 meilleurs coachs sur les 5 dernières années, sans trop de doute. Non, il fait partie du top 3 des coachs qui ont ramené le plus de trophées sur les 5 dernières années avec des équipes qui dépensent sans compter. C'est pas tout à fait la même phrase. D'accord, ok, mais j'entends. Non, mais c'est vrai, c'est une réalité. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ici, on doit résoudre des problèmes de jeu. Oui. Donc ça demande... Une lecture du jeu. Christian dit il y a un message à donner à la mi-temps. Le message à la mi-temps, ça peut être un message de concentration, de dynamisme, voilà, et puis ça peut être un message de correction. Et visiblement, cette année-ci, les corrections, ou en tout cas, vous savez, je veux dire, c'est pas pour reprendre une expression, mais on dit toujours Van Dijk est absent, ça va moins bien, parce qu'avec lui, ça va moins bien. Oui, mais à un moment donné, il y a la qualité des joueurs aussi. Il y a la qualité des joueurs qui fait la différence. Donc, être un tout grand coach, ce qu'il est d'ailleurs, parce que, attention, diriger, en fait, des groupes comme ceux-là, des équipes comme ceux-là, c'est du management. Oui. C'est gérer les gens, les égos, les personnalités, tout ça. Parce que quand ils sont tous fit, tout va bien. Et puis après, quand un grain de sable vient se mettre dans la mécanique, c'est comment on fait pour gérer le grain de sable. Et là, on a un grain de sable qui apparaît, par exemple, sur les transitions. Là, on est dans un problème de jeu. Est-ce que, spécifiquement, dans ce problème de jeu-là, l'entraîneur a complètement, soit les moyens de mettre ça en place avec les gens qui sont dans l'effectif, soit est-ce qu'il a l'écoute des joueurs sur des points très spécifiques. C'est pas sur sa philosophie globale ou sa manière de manager, ça, il n'y a aucun doute, c'est un mec qui manage très bien des groupes. Mais là, on est sur du détail et sur des petites choses à régler qui donnent des résultats visiblement moins bons. Christian, un dernier mot sur Liverpool et puis on passe à Chelsea. Oui, et c'est toute la difficulté. N'oubliez pas qu'on parlait peut-être de la difficulté de pouvoir se qualifier pour la Ligue des Champions, mais n'oubliez pas la situation dans laquelle ils étaient au même moment, mais sans Coupe du Monde. Il a quand même réussi à faire une première partie de 2022 en gagnant pratiquement tous les matchs pour se qualifier à la fin pour la Ligue des Champions. Donc, il a résolu les problèmes. Il a eu le discours qui était conséquent. Maintenant, aujourd'hui, n'oubliez pas, il a demandé aussi des joueurs. Il a eu Jota qui faisait le 4e fantastique. Il a eu Luis Diaz qui est devenu le 5e fantastique. Et puis après, aujourd'hui, on a dû compter sur Firmino au début pour pouvoir en fait rééquilibrer alors qu'on pensait que c'était celui qui était en fin de parcours. Évidemment, le métier est très compliqué, mais c'est pour ça aussi qu'ils sont payés des 1000 et des 100 parce qu'ils sont là pour résoudre des problèmes qui sont compliqués. Et donc, s'il ne le fait pas, bien alors il est en tort à ce moment-là.
Et il faut ajouter Gakpo maintenant, puisqu'il a été titulaire comme attaquant, comme numéro 9 sur les deux ou trois derniers matchs. On passe à Chelsea, évidemment. Là, il y a aussi évidemment beaucoup de choses à dire. Chelsea qui est 10e actuellement, cette saison de transition, le changement d'entraîneur au mois de septembre, le départ de Tuchel, l'arrivée de Potter, décidé par la direction sportive, représentée par le propriétaire Todd Boehly. Et puis, il y a une expression en anglais qui dit « splash de cash ». Jeter l'argent comme ça. 100 millions avec les bonus pour Mykhailo Mudryk. Alors, il a fait quelques bons matchs en Ligue des Champions. Vous ne l'avez pas vu, j'ai compris. Mais bon, il vient du championnat ukrainien. C'est un jeune joueur, sans doute très talentueux, mais oser aller mettre 100 millions. Et tout ça parce que Arsenal voulait en donner 80 et qu'il est arrivé juste derrière. Il a dit, moi, je le veux. Il a doublé le salaire proposé par Arsenal pour acheter Mykhailo Mudryk. Enfin, là, on est presque tombé de notre chaise quand on a entendu tout ça. Vous avez tout dit sur ce profil de joueur. C'est la plus grosse incertitude à 100 millions qu'on puisse connaître. Alors évidemment que je suppose qu'il y a quand même des gens qui se sont penchés sur le cas du joueur. Mais on se pose la question. Ouais, on peut se poser la question. Voilà, ou alors ça vient quoi? Du simple fait de l'intérêt d'Arsenal? C'est un propriétaire qui a amené beaucoup de confusion. Il a viré à peu près tout le monde à tous les niveaux du club, y compris le staff médical. On peut aussi parler de tous les blessés du côté de Chelsea, en encore plus qu'à Liverpool. Il était directeur technique du club à un moment au début. Directeur sportif. Il y a un directeur technique qui est arrivé après. On se comprend. Attendez, en déclarant, quand il est arrivé pour la première fois à Stamford Bridge pour un match, il comparait un goal au foot à un home run au baseball. Donc il n'a pas du tout la sensibilité. Il veut faire un All-Star, il veut faire plein de choses à l'américaine. Mais le football, c'est autre chose. Il ne comprend pas le football. Il n'a pas la passion du football. Et donc, c'est un gars qui va aller chercher. Mais dites-vous bien une chose, je suis d'accord, j'entends tout ça, vous avez certainement raison, on aura l'occasion d'en reparler, c'est pas le débat du jour, mais le football européen est en train de s'américaniser très lourdement. Les résultats, Chelsea 10e, et on va voir avec Christian que le bilan face au top 9 est assez, je sais pas, ahurissant, c'est peut-être le bon qualificatif. En effet, c'est vraiment ahurissant, et juste pour faire une remarque, vous savez... Au poker, dans le film The Rounders, les joueurs, ça commence par la phrase en disant « Si après 20 minutes, vous ne savez pas qui est le pigeon à la table, c'est que c'est sûrement vous ». Et donc, je pense que c'est approprié ici. Et je crois qu'ils vont... à la table aussi? À notre table, Serge? Il y a au moins un jour de poker, je dirais pas qui. Oui, mais avec Cucurella à 75 millions ou à 70 millions, je crois qu'ils avaient déjà fait un beau coup. Là, maintenant, c'est 100 millions et ça a été dans des échanges. Voilà. Maintenant, il faut que les résultats suivent. Et actuellement, contre le top 9, les résultats ne suivent pas parce qu'il n'y a aucune victoire. Regardez, ce n'est que du rouge et du neutre, je vais dire, puisque les partages, c'est quand même 2 points de perdus. Voilà le bilan. Alors maintenant, ils vont jouer contre le 9e, qui est Liverpool. C'est peut-être l'occasion de lancer la saison contre la première partie de tableau. Mais si au début de saison, il y avait un bookmaker qui nous avait proposé ce tableau-là à 1000 contre 1, je pense qu'il n'y aurait pas beaucoup de gens qui auraient parié là-dessus. Mais c'est la réalité. Et voilà, il est temps que le fameux entraîneur des expected goals, expected points, expected assists, qui a révolutionné l'aspect technologique des data, eh bien, il est temps maintenant qu'il passe dans le concret, dans l'efficacité. Alors, on a compris le message sur Potter, mais il est dans la même confusion finalement que tout le monde à Chelsea. C'est pas lui qui a formé l'équipe, il reçoit des joueurs un petit peu comme ça. Enfin, on ne sait pas très bien comment ça se passe dans les coulisses. Mais il en reçoit beaucoup. Mais justement, il faut les gérer. Vous venez de dire que c'est une gestion humaine qui reçoit des joueurs avec des égos. Il y a des Sterling qui sont arrivés, etc. Qui sont sur un bilan de 4 sur 12. Oui. Ils ont quand même gagné leur dernier match, 1-0 face à Palace. Oui, d'accord. Enfin, le bilan est là. Et puis, moi, ce qui me sidère, parce qu'il faut quand même aller encore un peu plus loin dans le dossier pour comprendre, évidemment, tout ce qui prend du sens là du côté de Chelsea, c'est cette folie de transfert. Ils sont complètement cinglés. 400 millions, plus ou moins, de livres dépensés depuis le mercato d'été. Ça, on n'avait jamais vu. Des contrats maintenant qu'on a... Enfin, si, on a vu... le Real avait quand même mis un contrat de 6 ans sur la tête de Tchouaméni. Des contrats de 7 ans, 8 ans pour contourner le fair play financier. Exactement. Je rappelle que la règle FIFA, c'est 5 ans maximum. Ils contournent les règles parce que la FIFA a laissé, comme toujours, une porte ouverte en disant « Oui, mais si jamais
Ça c'est en train de changer en plus dans les règles fair play, FIFA, etc. Mais donc voilà, et puis ça c'est très étonnant. Et donc quand on fait un transfert à 100 millions, qu'on donne un salaire qui est le double du salaire, je parle de Mudryk, quand il vient, le double du salaire de ce qu'il aurait reçu à Arsenal, il faut l'assumer pendant 8 saisons. On est presque à 200 millions sur les 8 ans, plus ou entre 180 et 800 millions de livres sur les 8 ans. Il a gagné au loto. Il a gagné l'auto, il n'y a pas que lui d'ailleurs, mais invite tous ceux qui sont autour de lui. Ce qui m'étonne le plus, c'est que fin de l'année, je disais que Chelsea était à la recherche d'un nouveau défenseur. Alors il y a déjà Koulibaly qui avait été acheté. Non mais on peut parler d'un milieu de terrain, d'un défenseur. Il y avait déjà Fofana qui avait été acheté, et maintenant ils ont été chercher Badiachil pour 40 millions du côté de Monaco. Franchement, ce recrutement, et donc là ils sont, parce que Christian fait référence à l'achat de Cucurella à Brighton. Là, ils sont sur Caicedo maintenant de Brighton, toujours à 70 millions. Oui, il y en aura d'autres. Vous verrez qu'il y en aura d'autres. Revenons au jeu avec Christian. Il va s'intéresser à l'efficacité défensive et offensive des Blues sous Graham Potter. Sous Potter, depuis qu'il est arrivé, défensivement, il y a du bon travail, puisque si on regarde depuis la même période, il n'y a que Newcastle et Arsenal qui font mieux défensivement. Ils sont meilleurs que Manchester City, meilleurs que Manchester United. Donc 11 buts encaissés, c'est bien. C'est donc cette mise en place, c'est dans la lignée de tout ce que les entraîneurs font. Donc quand ils arrivent, que ce soit à Manchester United, que ce soit Tuchel quand il est arrivé à Chelsea, d'abord cette mise en place défensive. Ce qu'il y a maintenant, c'est que ça ne se transforme pas en efficacité offensive et donc il ne rapporte pas des points, ce que Tuchel faisait. Donc il faut absolument continuer sur cette lancée-là, mais maintenant il faut absolument mettre sa patte offensivement. Regardez, 12 buts qui sont marqués depuis qu'il est arrivé, ça c'est vraiment pas bien. Je crois que ça doit être entre la 7e et la 10e place en termes d'efficacité offensive comme attaque depuis qu'il est arrivé. Il n'a marqué qu'un but sur jeu dominant rapide, un but sur jeu direct. Donc il n'y a pas la surprise, il y a un peu du dominant placé, il y a un peu de phase arrêtée, mais maintenant il y a des grands matchs où il faut pouvoir être performant dans le jeu rapide, et là pour le moment ils ne le sont pas. Là c'est bien, il y a quand même un travail d'une combinaison travaillée, et il y a voilà, cette efficacité sur phase arrêtée qui fait du bien. Il y a 2 joueurs qui parviennent à sortir du lot depuis qu'il est là, c'est Havertz et Mount avec 4 et 3 buts. Voilà, mais on avait l'occasion, vous vous souvenez, on avait la possibilité d'observer qu'il y avait tout le monde marquait avant l'arrivée de Potter avec Tuchel et même précédemment, tout le monde marquait des buts. Il y avait 16-17 buteurs, c'était même pour ça que Lukaku avait des difficultés à s'imposer comme buteur de base. Et ici, il y a Havertz et Mount qui marquent pratiquement 80% des buts sur Potter. Donc là, il y a de nouveau peut-être quelque chose qui change. Effectivement, match important en tout cas pour Liverpool, pour Chelsea, parce que dans la course au top 4, gare au perdant, celui qui perd ce week-end, à mon avis, prendra beaucoup de retard sur le top 4. Déjà comme ça, moins 10, c'est compliqué. Bon, mais c'est des équipes qui ont déjà réussi des longues séquences avec des victoires. C'est juste pour exactement, mais il faut la commencer un moment. Voilà, il faut la commencer un moment, cette série. En tout cas, la bataille tactique entre les deux coachs, pour Graham Potter, je me fais un peu de soucis quand même. Rendez-vous donc samedi à 13h30. On passe à la deuxième grosse rencontre du week-end, c'est celle de dimanche 17h30. Arsenal, Manchester United, on en parle après ceci. Arsenal, top of the league, toujours leader avec 47 points. Manchester qui est passé à la 3e place grâce à son partage à Crystal Palace mercredi, 3e avec 39 points, donc 8 points d'écart entre les deux équipes. Arsenal, vainqueur dans le derby du Nord de Londres dimanche dernier, devient le principal candidat au titre. Là-dessus, on est d'accord. Est-ce qu'on a le droit de dire le contraire Non. Donc vous êtes d'accord. D'autant plus qu'ils n'ont plus concédé le moindre but depuis le mois de janvier, oui, avec 0-0 face à Newcastle, 0-3 Oxford, mais bon, match facile. 0-3 Oxford, en Cup, il y a toujours des surprises. Oui, bon, facile quand même. Et le 0-2 à Tottenham, donc effectivement, ils ne sont pas mis en difficulté défensivement. Ils ont l'avantage d'avoir 8 points, et
on ne va pas à un moment donné diviser les points par 2. Donc, ça, c'est un avantage. Ils sont dans une dynamique super chouette. D'autant plus qu'au dernier match, non seulement ils gagnent le derby, mais en plus ils jouent bien dans le derby. Dans la première mi-temps. La deuxième a été plus difficile, mais bon. Même dans le dur, ils ont prouvé qu'ils avaient un gardien qui savait défendre. La dynamique est bonne. Dynamique est positive. 7 matchs, c'est 6 victoires, un partage contre Newcastle. C'est une super dynamique. Il faut avoir peut-être juste en mémoire que l'équipe de United les a mis en difficulté au match aller. Oui, on va revoir les buts. Grosse difficulté quand même, et donc si on va revoir, c'est bien. Moi, je dirais que ce qui me plaît dans cette équipe aujourd'hui, c'est qu'on a une défense extrêmement performante, Julien le dit, dans laquelle White, Saliba, Gabriel et Zinchenko ou Tierney sont quand même extrêmement... Pour le moment, c'est plutôt Zinchenko qui commence les matchs. Un milieu de terrain très costaud aussi, et voilà. Ça bouge pas beaucoup. Hein. Ça ne bouge pas. À part l'arrière-gauche, je crois que c'est la même équipe depuis un certain nombre de matchs. Mais là, il y a le 11 de base qui est clair. Et Nketiah qui remplace évidemment le grand absent qui est Gabriel Jesus. Qui reviendra au février. Mais ça fonctionne. Parce que chacun, sur le plan individuel aujourd'hui, preste au minimum dans chaque rencontre... Allez, je veux dire, dans cette marge de 80 à 100% de ses capacités personnelles. Et donc, du coup, ça sert le collectif, évidemment. Cette équipe joue bien ensemble. Et ça peut durer toute une saison, ça ? On a connu les invincibles. Le problème, c'est qu'on a toujours montré aussi qu'il y avait toujours, dans une saison, la possibilité d'avoir des dynamiques Arsenal, et des moments de saison. C'était l'inconstance par excellence, mais ça ne l'est plus. Mais quand on voit qu'ils ont marqué 12 buts dans la première demi-heure, ils ont l'habitude de mettre la pression dès les premières secondes, de marquer parfois après 1 ou 2 minutes. C'était le cas à Brighton notamment. Ouais. Ils marquent souvent les premiers, souvent en début de match. Mais ils ont une équipe stable et à côté de ça, ils ont du banc. Donc quelque part, il a quand même cet atout, l'entraîneur aujourd'hui, d'avoir un effectif complet qui est super intéressant. Et la réussite d'Arsenal, c'est Arteta à 90%? Ça, moi, je sais pas. En touche. Je mets une parenthèse. 90%. J'ai déjà entendu ça quelque part, donc on va éviter le sujet. Arteta fait du boulot, mais je pense, vous savez quoi ? Je pense qu'aujourd'hui, c'est au-delà de ça, c'est le fait qu'il ait la chance d'être encore là. Parce qu'il y a eu. Ça, c'est vrai. Il a été quand même 2 fois 8e, 2 saisons avec une 8e place. Des grosses difficultés. Donc, je dirais, oui, le coach. Mais avant le coach, le board peut-être qu'il l'a maintenu en place et qui a pu faire qu'il soit encore là aujourd'hui. Politicien, Jean-François, aujourd'hui. Diplomate. Avec Christian, on va insister encore sur les qualités d'Arsenal et notamment avec le jeu dominant placé parce que, voilà, encore une fois, parfois on abuse des superlatifs, mais c'est pas loin d'être exceptionnel cette saison. C'est vraiment exceptionnel puisque à ce moment-ci de la saison, ils ont marqué le même nombre de buts sur jeu dominant placé que sur toute la saison passée. Et beaucoup plus que la saison précédente encore. Donc 42 buts, 25 sur jeu dominant placé. C'est 3 que son maître qu'il a dépassé, c'est-à-dire Manchester City avec Guardiola, qui est à 22. Donc ils sont super bien. Et là, surtout, c'est intéressant, et on va le voir dans la rubrique suivante, c'est qu'ils ont marqué un but cette semaine sur reconversion rapide. On l'avait vu sur jeu direct qu'ils avaient des problèmes, puisqu'ils n'avaient marqué que 2 buts, et c'était un de nos points d'interrogation. Et le deuxième but contre Tottenham, on va le voir, c'est très intéressant. Et c'est là, justement, on voulait être un peu plus pédagogique et didactique, c'est de montrer qu'en 2 passes, voilà, la différence entre la contre-attaque et la reconversion rapide, c'est qu'on a une récupération de balle suite à un dégagement de gardien adverse, on a une tête gagnée, une passe, et puis un ballon qui est donné dans l'axe, et Ødegaard qui tire au but. Et ça, c'est génial parce que c'est exactement ça qu'il faut essayer il faut profiter contre des équipes du top et c'est exactement ce qui s'est passé ici. C'est-à-dire qu'on n'est pas toujours obligé de faire 30 passes dans les 16 derniers mètres. On peut, en 2 passes, récupérer, être en place et récupérer suite à un dégagement du gardien ou un dégagement adverse, gagner un duel au centre, comme c'est très important puisque Jean-François parlait de la solidité des milieux de terrain et d'avoir une transition rapide avec des bons joueurs comme Saka et Ødegaard et avoir, comme on l'a expliqué la semaine passée, la force de Ødegaard qui est de marquer des buts hors rectangle comme il faisait à la Real Sociedad. Et là, c'est exactement comme cela qu'ils vont pouvoir arriver à leur fin en fin de saison. Alors, on est didactique, donc là, c'était une reconversion rapide. Et on peut faire la différence, vous allez le faire, Christian, entre une reconversion rapide et une contre-attaque avec la séquence suivante. Oui, bien, la contre-attaque, c'est surtout l'envie de contrer une attaque adverse. Donc, comme ceci, voilà, il y a une attaque, l'équipe adverse est dans les 16 derniers mètres. Le ballon sort de position, il y a une passe profonde, une passe de transition profonde, et puis les joueurs se jettent et ils sont en 3 contre 3 ou en 4 contre 3. Il y a vraiment une volonté d'obliger l'adversaire
à courir pendant 60-70 mètres vers son but pour essayer de défendre. Tandis qu'une reconversion rapide, on peut avoir une reconversion rapide en étant dans le camp de l'adversaire. C'est-à-dire qu'on peut exercer sur une mauvaise sortie de balle une pression qui fait qu'en 2 passes, voilà, on se retrouve ici et on a empêché l'adversaire de se projeter vers l'avant et on leur a mis une pression très haute et en 2 passes, on se retrouve à avoir une action de jeu et ça, c'est la différence entre une contre-attaque et une reconversion rapide. Et c'est pour ça qu'en anglais, on dit fast offensive transition. Donc, c'est une transition offensive rapide. Julien, vous avez bien compris la différence entre une contre-attaque et une reconversion. Attention, je fais une évaluation après l'émission. Je vois les paroles de Christian depuis plus de 10 ans, donc maintenant j'adore. Christian est toujours très didactique en plus, on adore. Non, mais rien à dire. Oui, c'est évidemment. De toute façon, il faut retenir une chose, et ça, je pense que les gens qui nous écoutent commencent à le comprendre, c'est qu'il faut, pour être champion, être complet dans pas mal de domaines. L'attaque posée, ça, en principe, tout le monde, toutes les équipes de tête sont capables. Après, il y a des éléments qui viennent se rajouter. Les attaques rapides, les transitions, les phases arrêtées, qui sont chaque fois des petits ingrédients supplémentaires qui viennent alimenter votre compteur but, etc. Moi, j'ai qu'une question par rapport à Arsenal, et je l'ai déjà posée la semaine passée, et je sais que votre réaction avait été de me regarder avec des grands yeux, mais c'était de me dire quand même, qu'est-ce qui se passe? On ne sait pas ouvrir le moindre journal anglais, français, tout ce que vous voulez, sans voir des rumeurs de transfert concernant Arsenal. Et j'ai un peu peur que ce soit le petit caillou dans la chaussure, si tant est, alors s'ils font rien... Là, vous cherchez vraiment le petit caillou. Non, parce que ça, c'est de la spéculation, tant qu'il n'y a rien... C'est de la spéculation, je sais que c'est de la spéculation, je sais. C'est de l'intoxication. Okay. Je dis simplement que s'il y a dans cette belle dynamique actuelle un risque, ce serait de succomber à la tentation de faire des transferts maintenant. Bien sûr, il ne faut pas déséquilibrer cette équipe. Mais le cas Modric est un exemple. Il suffit qu'Arsenal dise on veut acheter un joueur à 70 millions pour qu'il y ait un autre club qui vienne donner 90 ou 100 millions. C'est de la spéculation. Il y a des gens qui font... des agents qui font beaucoup d'argent sur la spéculation. Ouais, des propriétaires aussi. Mais c'est parce que je parlais du banc tout à l'heure. Il ne faut pas oublier, sur le plan défensif, ils ont Tomiyasu, ils ont des possibilités, ils ont Holding. Sur le plan offensif, ils ont Smith Rowe, ils ont la possibilité avec Vieira. Jesus qui va revenir. Donc, Gabriel Jesus qui va revenir. Donc ils ont du banc. Ce que je veux simplement dire, et c'est pas pour énerver qui que ce soit, c'est certainement pas quelqu'un qui croit qu'Arsenal va être champion cette année, parce que franchement j'y crois aussi, je pense que c'est une bonne saison pour eux. Une logique vu, ce serait chouette. L'ensemble de... Mais il ne faudrait pas, en football, l'équilibre est tellement précaire et souvent lié malheureusement à la manière dont se sentent les gens dans un projet, il ne faudrait pas venir bousculer tout ça au mauvais moment. Donc je ne dis pas qu'ils vont le faire, je dis simplement, pour moi, la seule petite chose, c'est qu'on referme vite pour eux cette période de transfert de janvier et presque terminé, et que ça ne bouge pas trop. Juste pour un complément d'info, un petit complément. Que je l'ai appris. Donc Liverpool, s'ils vendent à l'estimation qu'on fait en Angleterre pour le moment, ils feraient 12 à 15 fois leur mise de propriétaire. Donc vraiment, être propriétaire à l'heure actuelle dans un club de football, c'est faire beaucoup d'argent. C'est pas un peu, c'est beaucoup d'argent. On s'en doutait un petit peu. Oui, mais c'est un autre débat. C'est bien d'avoir très intéressant. Le chiffre clé. Revenons à nos moutons, et donc ceux qui portent le maillot rouge et blanc. On parle chaque semaine, on a parlé de Xhaka, on a parlé de Degaard. Il y a aussi Bukayo Saka, Christian, parce qu'il fait une saison quand même de très très haut niveau. C'est un jeune joueur, on connaissait son potentiel, mais là on a l'impression qu'il est encore en train de le dépasser, d'aller même encore plus loin que ce qu'on pouvait penser de lui. La saison passée, il était déjà excellent. Cette année, il s'est encore bonifié. Et on va le voir à travers l'infographie d'abord de ses buts. Voilà, il est dans le jeu, il est quelqu'un qui parvient à marquer dans les 16 derniers mètres et même dans le petit rectangle en ayant des ballons qui viennent de l'axe. Tous ces ballons viennent de l'axe et donc lui, il fait un appel, il fait une course de out vers in, donc il est sur son flanc et il rentre dans le jeu. Il reçoit des ballons souvent sur des transitions un peu plus rapides, un peu plus dynamiques. Et dans les assists qu'il donne, il est sur son flanc. Il a donné 2 centres qui viennent de la droite. Il a donné 2 corners parce que c'est lui aussi qui tire les phases arrêtées. Il a donné 2 ballons, vous le voyez, dans cette zone numéro 2 où il donne des ballons latéraux qui ont permis à Ødegaard, comme le but qu'on a vu précédemment, de tirer hors rectangle. Et il a aussi donné un ballon sur une transition dans l'axe. Donc, il est exactement à son poste. Il est performant.
Et voilà, il participe à cette efficacité offensive. On sait qu'il est, voilà, on sait qu'il était très important la saison passée déjà, qu'il se bonifie, qu'il grandit, et il est un élément avec Ødegaard et d'autres qui sont vraiment, vraiment primordiaux dans l'efficacité offensive. Bukayo Saka, tout simplement un des plus grands talents du football anglais actuel. Sans doute. Moi, je me souviens de conversations qu'on a eues ensemble la saison dernière où j'avais commenté Arsenal et que je n'avais pas été aussi séduit que vous ne l'étiez à l'époque. Donc, vous avez été sur le coup visionnaire. Mais non, mais c'est vrai, je n'avais pas reconnu tout le talent. Et puis, vous savez, où il m'a impressionné, c'est à la Coupe du Monde, en fait. Ouais. Je trouve qu'à la Coupe du Monde, il a marqué l'équipe anglaise, justement, par ses accélérations, etc. Donc, c'était un jeune joueur. Comme tous les jeunes joueurs, il y a toujours, évidemment, Oui, parce qu'il a commencé très fort. Il y a toujours, voilà, il y a toujours le premier avis, voilà. Et puis derrière... Et la puis confirmation est un peu plus compliquée. Ceux qui sortent qui parviennent à confirmer les promesses de départ sont toujours à ce moment-là ceux qui vont décoller. Donc oui, en effet, c'est une arme redoutable. J'aime beaucoup aussi le profil de Martinelli qui est sur l'autre flanc. Oui. Et je trouve pour Saka que autant on ne voit que lui sur la pelouse, autant il est très discret en dehors. Et donc est-ce que c'est peut-être pour ça que c'est un joueur qui ne fait pas vraiment la une pour parler des réseaux sociaux? Non, pas des réseaux sociaux, mais je trouve vraiment que c'est pas quelqu'un. On n'entend pas vraiment parler de Saka en dehors des terrains. Il avait été très touché évidemment par tous les messages après le penalty raté à la finale de l'Euro. Donc il a quand même été fort soutenu aussi par. Je trouve que c'est un joueur qui reste quand même très discret en dehors et qui performe énormément sur les pelouses. N'est-ce pas le plus important? La base. Ben voilà pour cette équipe d'Arsenal. On attend évidemment une équipe qui essaye de dominer la rencontre face à Manchester United. Manchester United, c'est la seule équipe qui a battu Arsenal cette saison. Je vous propose de revoir les buts qui avaient été marqués ce jour-là. C'était le 4 septembre dernier. C'était les débuts de Anthony, autre transfert à près de 100 millions de livres, qui avait marqué pour son premier match. Et Arsenal, ce jour-là, avait eu la domination en termes de tentatives au but, de possession de balle, mais s'était fait surprendre sur le jeu rapide de Manchester United. Et là aussi... D'abord sur l'intensité du match. Hein. Ils ont été bousculés dans les duels athlétiques, physiques. Enfin, c'est la première fois qu'on voyait une équipe de Manchester United à domicile retrouver, j'ai envie de dire, un press agressif. Le press, l'agressivité, l'intensité qui a fait la légende évidemment du Manchester United, notamment de Sir Alex. Voilà, et qui s'est installé maintenant depuis plusieurs semaines et qui est un peu le projet, on va dire, de jeu de Ten Hag, qui trouvait ses prémices dans ce match-là. Il faut se souvenir quand même que voilà, ça avait été un match, et je suis d'accord avec vous, hein, c'est un match qui s'est joué dans les transitions. Mais pour faire une transition, il faut récupérer le ballon en défendant vers l'avant le plus souvent. Et c'est comme ça que vous êtes le plus efficace dans la transition. Et ça, je trouve qu'ils l'ont magnifiquement fait. Et ça correspond à l'ADN en fait de Manchester United qui est en train de renaître un petit peu. Maintenant, c'est un match qui est un autre contexte aussi. Ça se joue à l'Emirates, donc on va voir. Attention que Man U est aujourd'hui quand même aussi dans une situation. Alors, est-ce que finalement le partage de Manchester United à Crystal Palace mercredi soir, Crystal Palace, peut avoir une signification dans ce sens-là, mais je dirais... Ça en a, parce que s'ils avaient gagné mercredi et s'ils gagnaient à l'Emirates, ils revenaient à 3 points d'Arsenal et étaient dans la course au titre. Là, il reste à 8 points. Mais le raisonnement est toujours valable. S'ils sont battus à Arsenal, c'est fini. Pour le titre. Pour le titre. S'ils accrochent encore quelque chose à Arsenal, ils peuvent éventuellement espérer quelque chose, d'autant plus qu'il doit encore y avoir 2 confrontations entre City et Arsenal. Donc, ça leur permettrait peut-être, en tout cas, de rêver à se remettre dans le parcours à un moment donné. Donc, voilà, c'est un match, c'est pas un match facile pour Arsenal non plus. Maintenant, honnêtement, si Arsenal survole ce match-là aussi, comme ils le font depuis maintenant 7-8 matchs, alors je pense qu'il n'y a plus rien qui les arrêtera d'ici la fin de saison. Partage à Palace. Avant ce partage, j'étais sur 7 victoires consécutives. Toutes compétitions confondues, non, c'était même 9. Si on prend les matchs d'avant la Coupe du Monde. D'avant, je sais pas, après. Mais sur les 7, il y en avait quand même 6 à domicile face à des opposants. Nottingham Forest, Burnley, Bournemouth, Everton, Charlton. Il y a la victoire face à City, mais City, qui est bien la seule. Donc voilà, partage à Palace qui n'était pas dans une grande forme. Donc sur un coup franc, dans le temps additionnel. Certes, mais c'est difficile de vraiment savoir quel est le niveau actuel de United. C'est vrai que dans les chiffres, ça va très bien. J'attends de voir vraiment dans ce match. Bien sûr, c'est un test. Christian, on ne va pas faire une caricature.
on est souvent dichotomique en football, tout est noir, tout est blanc. Là, on aura quand même un match entre une équipe qui a un jeu offensif dominant et une autre qui joue beaucoup sur la rapidité, les reconversions, sur le jeu rapide finalement. Mais voilà, sans faire une caricature, on peut penser que ce sera le scénario du match. Je pense également que ça va être comme ça, parce que je pense qu'il va pas changer, avec Arsenal, il va pas changer sa manière de jouer, et il va vouloir s'imposer, comme il a essayé de faire au match aller, hein, mais il avait été surpris comme on l'a vu sur les images, par des transitions et par un pressing et par une dynamique qui était importante de la part de Manchester United. Je pense qu'on va assister au même niveau, parce que Manchester United n'est pas encore capable aujourd'hui de se déposer dans le camp de l'adversaire et de prendre le jeu à son compte. Je pense que c'est une transition de leur part. Ils vont jouer avec le jeu rapide, avec le pressing, avec beaucoup d'engouement. Et comme dit Julien, j'ai la même opinion. Je pense qu'ils ont eu une série très intéressante avec beaucoup de clean sheets aussi, mais c'était contre des équipes qui étaient quand même très moyennes. Et maintenant, on le voit, hein, il y a les circonstances favorables et défavorables, comme on le dit tout le temps. Là, hier, défavorable parce qu'ils encaissent un coup franc magnifique à la dernière minute. Et là, ils perdent aussi Casemiro sur un carton jaune qui ne jouera pas et qui est très, très important dans la transition et dans les ballons profonds. On le voit sur l'infographie. Regardez les zones. Donc, il a marqué 2 buts. Il y avait un coup franc d'Eriksen et il y a eu aussi un deuxième ballon qui était donné et qui a été mis de la tête au deuxième poteau. C'est les buts qui sont en vert. Et puis, il y a les assists qu'il a donnés qui sont en orange. Et regardez d'où ça vient de très loin, et ça vient toujours dans la profondeur pour Rashford ou pour Bruno Fernandes. Et là, c'est quelque chose qui va manquer à Manchester United pour le match contre Arsenal. Et voilà, je ne sais pas qui va reprendre ce rôle-là, mais ça serait intéressant de le voir. Ça, c'est le carton jaune qui lui donne une suspension, parce que c'est son 5e carton jaune, pris dans les 19 premiers matchs, c'est le règlement d'Angleterre. Donc, absent du côté d'Arsenal, on voit son importance dans cette capacité justement à trouver la profondeur du jeu. Regardez ici, ça c'est le but polémique évidemment lors du derby. Mais c'est lui qui donne cette passe, qui permet finalement à Fernandes. Je ne comprends toujours pas comment ils ont accordé ce but. Enfin bon, peu importe. Moi j'ai entendu C'est pas le sujet. Non, c'est pas le sujet. Mais selon les lois du jeu, le but doit être accordé. Mais si on met dans le contexte de la rencontre, enfin soit. Toujours une explication, toujours une réponse. Et un violon. D'accord, soit. Passons à autre chose. Je vois que ça vous énerve. Non, oui, ça m'énerve. Bon, Casemiro absent, c'est ça le plus important. Alors, ça c'est important. Qu'il soit titulaire à Crystal Palace, pour moi c'est le joueur qui crève l'écran. Bien sûr, il y a Bruno Fernandes, on le connaît. Protégé. Pardon ? Vous l'auriez protégé ? Non, pas spécialement. Si, moi, c'est ce que j'aurais dit. Non, parce qu'il y avait la possibilité de le protéger. Il y avait la possibilité, mais Fred était dans le même cas. À 2, pour le moment, ils tiennent le milieu de terrain du côté de Manchester United. Est-ce que là, il y a 3 matchs de championnat, c'est Crystal Palace, Arsenal, Crystal Palace. Le match retour est déjà prévu dans 10 jours. Oui. Est-ce que c'est pas plus important de prendre 6 points face à Crystal Palace et essayer de prendre quelque chose face à Arsenal en mettant les meilleurs joueurs que de laisser passer le premier match? Après, ils sont rattrapés dans le temps additionnel, mais c'est sur un coup franc exceptionnel, sur un coup de dé. Donc moi, je comprends la décision de mettre au moins Casemiro parce que c'est le meilleur joueur. Honnêtement, je pense pas qu'il se pose la question en ces termes-là. Je pense que l'entraîneur met tout simplement ceux qu'il estime être les meilleurs pour le match suivant. Et puis basta. Et puis on verra bien s'il y a un suspendu, il y en a un autre qui fera le job. Et l'autre qui fera le job. Sauf qu'ici, on n'a pas qui. Mais ce sera peut-être McTominay sur un match. Mais pas Casemiro, c'est pas le même style de joueur. Dans l'impact. Oui, mais il n'a pas cette capacité de relance, de réorienter le jeu. Il jouait au match aller. Oui, ils ont gagné sans Casemiro. Mais bon. Mais oui, mais bon, il faut un bloc équipe de l'impact et des transitions. Mais il a quand même bonifié par rapport au match aller. Évidemment qu'il a bonifié l'équipe. Et j'ai commencé par dire que c'est un coup dur. Mais dans la logique d'un entraîneur, un coup dur. C'est une opportunité. C'est une opportunité aussi pour un joueur de jouer, et qui plus est contre Arsenal, pas contre le dernier. Ouais. Mais vous allez voir que ce ne sera pas McTominay, ce sera Fred et Eriksen. Mais c'est possible. Ils mettront Bruno Fernandes un peu plus devant. C'est possible. Je ne suis pas sûr, parce que dans l'impact, il va avoir besoin de mecs. Voilà. Et puis après, l'autre question qu'on peut se poser, c'est pas si McTominay est devenu centre-avant, mais il a remplacé Weghorst, qui a fait ses débuts. Weghorst, qui a fait ses évidemment débuts. À revoir. On peut mettre plusieurs mots. Là, peut-être revanche. La revanche des Gunners. Ils doivent quand même se méfier énormément de la transition, on l'a dit. Et il y a une question qu'il faut se poser aussi, c'est qu'il y a une équipe qui a joué donc ce mercredi hier, bien sûr, qui est déçue d'avoir encaissé la 91e minute et qui est peut-être un peu fatiguée d'avoir dû aussi un petit peu cravacher quand même jusqu'au bout du match, jusqu'à la 94e, 95e. Ça peut être
à un moment donné, dans cette partie-là, quelque chose... On dirait que on a l'impression que c'est plutôt à l'avantage Arsenal, tout ce qui s'est passé hier soir du côté de Selhurst. Sur papier, en tout cas, quand on met les éléments et si on réfléchit aux différents éléments, ça peut être... Voilà. Je signale quand même, parce qu'on avait parlé de la défense, je pense, la semaine dernière, on avait évoqué en tout cas la défense. Là, il a remis Shaw à gauche. Oui, et Martinez a repris sa place dans l'axe. Varane et Wan-Bissaka sur le côté droit. Donc, il a retrouvé une défense. Voilà. Et je me pose toujours la question, parce que le seul problème, parce qu'on parle toujours des petits problèmes qui restent en résidu dans les clubs, etc. Son seul petit problème à lui, c'est toujours Maguire qui a fait une super Coupe du Monde, il faut le reconnaître, avec l'Angleterre. Et qui est devenu super remplaçant. Et qui est devenu super remplaçant et qui ne joue plus. Qui ne joue plus, qui va continuer à gérer ce problème-là. Tout en, voilà, peut-être le propose à Chelsea. C'est une bonne idée, ouais, ils n'en ont pas assez des défenseurs. Juste dans les salons feutrés. Le dernier mot. Voilà, Jim Ratcliffe, hein, l'homme le plus riche d'Angleterre, c'est la belle histoire qu'ils aimeraient écrire là du côté de l'Angleterre, qui reprendrait le club. Il y a d'autres candidats, il y a des Américains aussi. Là, mais ce qui est sûr, c'est que c'est toujours cette tendance au club multipropriétaire, ce qu'il a déjà Nice. Oui, c'est Ineos, on le rappelle. Ouais, Ineos, et il aimerait récupérer Man United. En tout cas, que les Glazers... C'était pas autorisé, ça. Enfin, bon, bref. Si, il faut un minimum de pourcentage selon l'UEFA. C'est un autre débat. Voilà. Nous, on va s'intéresser à ces deux gros matchs. Deux matchs passionnants vraiment ce week-end. Voici d'ailleurs le programme de la 21e journée. N'oubliez pas, ce soir... Ceux qui regardent en tout cas la première diffusion, jeudi 20h55, Manchester City-Tottenham. Et puis samedi, en levée de rideau, Liverpool-Chelsea. La suite, Goals of the Day. Et puis il y a un Crystal Palace-Newcastle. Toujours compliqué d'aller à Palace pour. On l'a vu mercredi soir. Un Super Sunday. Manchester City, Wolverhampton. Moi, je suis curieux de voir comment City va réagir dans les semaines qui vont venir. Le rendez-vous face à Arsenal se profile, donc il est temps qu'il se réveille. Et on dit par-ci par-là que Guardiola aurait dans son vestiaire des joueurs un peu plus mécontents qu'avant. Un petit peu de tension dans le vestiaire de Manchester City, Arsenal, Manchester United. Le match évidemment phare du week-end à 17h20 et puis lundi soir, Fulham-Tottenham, un petit derby londonien. De l'ODO. Exactement. Qui a repris déjà lundi. Et... Voilà, c'est bien de le dire. On rajoute aussi que vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux. Je rajoute un truc, c'est que demain... Vendredi, il faut préciser, parce qu'on est multi-diffusé. Ah oui, pardon, vendredi à midi et demi. Il y a les champions du monde. Il y a les champions du monde. Les futurs champions du monde. Enfin, on l'espère. On croise les doigts. Non, les anciens champions du monde et les futurs. Voilà, qui veulent. Voilà, je rappelle simplement. Vous avez bien raison. On est en pleine Coupe du Monde de hockey pour l'instant. Exactement, et on adore évidemment suivre notre équipe nationale de hockey. Merci Jean-François. Merci. Merci Julien. Merci également à Christian. Le voyageur qu'on retrouvera je ne sais pas où, mais en tout cas on le retrouvera jeudi prochain. Salut Christian. Salut, bonne journée. Et on vous souhaite un excellent week-end de Première Ligue et à très bientôt. Bye bye.